Je m'appelle Olivier Knappen, ça fait 15 ans que je suis détective privé et je viens vous raconter quelques anecdotes au Cercle de Wallonie. Merci pour cette introduction, Olivier. Sois le bienvenu sur le plateau du Cercle de Wallonie. Merci à vous. On a déjà eu l'occasion en fait de te suivre il y a 3 ans dans ton quotidien de détective Oui. pour une interview du Cercle de Wallonie. Et on se retrouve 3 ans après, ici au studio Ecolis, sur le plateau pour notre vidéocast. On va parler de ton parcours. Tu vas nous raconter tes anecdotes sur 15 années de détective privé, de filature. J'ai vraiment hâte d'entendre toutes ces histoires. Mais tradition oblige, dans ces épisodes, on va te demander finalement pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. La réponse est simple, parce que je suis passionné par ce que je fais. Sinon, je ferais certainement autre chose. Donc ça, c'est mon leitmotiv du premier café. Et voilà, donc c'est un travail qui est prenant intellectuellement et qui est bien loin des clichés dont il est trop souvent victime. Bien loin des clichés, on va en revenir tout au long de cet épisode. Je pense que ça va être une des clés de ce qu'on va apprendre avec toi aujourd'hui, Olivier. En quelques mots, c'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que fait un détective privé, brièvement? Le détective se tient déjà au courant des variations des lois en vigueur. Et puis, c'est le relevé des dossiers entrants, c'est la mise à jour de ce qui est rentré parfois pendant la nuit en fonction des pays avec lesquels je travaille. Et voilà, et puis ce sont les perspectives d'avancer dans tel ou tel dossier, toujours en fonction de ces éléments reçus. J'ai hâte d'entendre tout ça. Alors, détective depuis 15 ans, donc Oui. Ça veut dire qu'il y a eu une vie avant. Finalement, c'est quoi un peu ton histoire, ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé à finalement te former comme détective privé? Qu'est-ce que c'est l'histoire juste avant ça? Avant ça, disons qu'à l'école, il m'arrivait de préférer aller à la pêche ou jouer au cricket ou avec les copines au parc. Mais par contre, quand j'étais présent, c'était top. Voilà. Donc, après mon service militaire, j'ai travaillé dans l'ORECA, dans tous les niveaux, du plus haut au plus bas, en short comme en smoking, et donc de jour comme de nuit. Après, il y en a eu certains ras-le-bol parce que c'est un secteur qui est quand même assez difficile si on envisage une vie de famille ou autre chose. Donc là, je suis passé par la case sécurité. Et puis j'ai été victime d'un grave accident sur le chemin du travail qui m'a obligé à me réorienter après 3 ans d'inactivité forcée. Et c'est vraiment par hasard, qui fait parfois bien les choses, que je suis tombé sur un article concernant un détective privé. Ça m'a intéressé, je me suis renseigné et j'ai fait la formation de 2 ans dispensée par l'IFAPME à Charleroi. Et justement, en fait, c'est marrant parce que tu dis ici, tiens, un peu par hasard. J'ai pas l'impression que c'est un hasard parce qu'on dit souvent que le secteur de l'ORECA, c'est un secteur où on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, mais on ne dit rien. Finalement, c'est un peu le lien avec, avec ton métier d'aujourd'hui. Et puis, la sécurité en tant que telle, les détectives, j'imagine qu'on en parlera, mais travaillent aussi à la sécurité de nous tous, dans un autre, évidemment, un autre domaine, d'autres façons de faire. Oui, absolument, puisque l'une de nos prérogatives est de mettre fin à des conflits ou de tout faire pour les empêcher de survenir. Et tu disais, tiens, j'ai suivi une formation de 2 ans à l'IFAPME. Oui. Alors ça, je ne savais même pas que c'était possible, que l'IFAPME proposait ce genre de formation. Finalement, comment on devient détective? C'est quoi le parcours de formation d'un détective privé avant d'exercer? Donc, il faut savoir que
la première condition est d'avoir un comportement irréprochable, de ne pas avoir été condamné même à moins de 6 mois pour certains faits, parce que nous avons une enquête de la police locale, nous avons une enquête donc, qui avertit le gouverneur de la province de notre bonne ou moins bonne réputation. Et alors, il y a l'enquête de la Sûreté de l'État également. Ensuite, donc, il y a le parcours de 2 ans de formation qui peut se faire à Charleroi, à Liège. Je crois qu'il y a d'autres centres actuellement en place, mais je ne peux vous le garantir. Et donc la première année est essentiellement constituée de cours de droit et la deuxième année est plus spécifique à certaines approches au niveau technique d'enquête, de filature, en fonction qu'on soit plus axé assurance ou généraliste. En ce qui me concerne, je suis généraliste ayant travaillé plus de 10 ans pour des compagnies d'assurance. Généraliste, donc qu'est-ce que ça sous-tend? Donc il y a des spécificités, oui, il y a des généralités? Voilà, en fait le généraliste va prendre, il va faire comme je le fais, travailler pour des entreprises ou des avocats ou des particuliers, tandis que l'inspecteur en assurance est cantonné bien davantage dans les missions de suspicion de fraude. Ok, alors tu disais donc qu'avant de pouvoir ne serait-ce que même envisager de se former comme détective privé, on fait l'objet d'une enquête de moralité en fait, à peu de choses près. On l'a fait tout au cours, enfin cette enquête se fait, c'est la condition d'être clean, est mentionnée dans la législation, donc si on n'est pas, c'est pas la peine de perdre 2 ans. Ça, c'est mon opinion. Mais le plus gros de l'enquête se fait à l'issue de la formation, une fois qu'on est diplômé, puisqu'il y a un travail de fin d'études à remettre également et soumis à jury. Mais donc on va dire que cette enquête, tout au long de la formation et autres, ça exclut les personnes qui, par le fait de leurs actes, ne peuvent pas exercer ce métier. Mais est-ce qu'il y a plutôt, en termes de personnalité, un profil type? Est-ce que tout le monde peut devenir détective finalement? Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et c'est quoi les traits de personnalité d'un bon détective? Parce que moi, je ne suis pas d'une discrétion folle, quoi. Non. Mais c'est parfois l'approche la plus grosse, la plus énorme qui passe le mieux. Donc voilà. Oui, tout le monde peut le faire, mais il faut avoir quand même une certaine tournure d'esprit. Et on remarque quand même que je ne vais pas jouer les papilles, mais dans les nouvelles générations, il y a plus de soucis au niveau des horaires à prester, etc. Un peu comme dans l'ORECA. C'est quoi le quotidien professionnel d'un détective privé? En fait, ça n'a pas de limite. On n'a pas de quotidien, en tout cas en tant que généraliste, nous sommes toujours soumis aux impondérables. Mais donc tu peux travailler de jour comme de nuit, finalement, oui, ta vie professionnelle et aussi ta vie privée à peu de choses près. Voilà, c'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés de faire systématiquement nos courses le samedi après-midi, ce qui peut être un avantage. Mais voilà, oui, c'est clair que maintenant, ce n'est pas 300 jours par an qu'on se lève à 4 heures du matin, non, ou à 2 heures du matin, non. Mais ça peut arriver, et voilà, donc ça, il faut le savoir. Oui, effectivement, il faut le savoir. Alors, on parle de quotidien, on va parler un peu de
de business model, puisque finalement, tout l'intérêt de ce vidéocast, c'est pour en apprendre plus sur la vie des entrepreneurs et comment leurs activités fonctionnent. C'est quoi finalement le business model d'un détective privé? Comment un détective privé gagne sa vie? Et est-ce qu'on a tout le temps du travail? Est-ce qu'on est submergé de demandes? Est-ce que parfois on attend un peu les demandes? Est-ce qu'il y a des saisonnalités? Comment tout ça fonctionne finalement? Ce qui est assez particulier dans notre secteur, c'est qu'il n'y a pas de période de référence, full boulot ou pratiquement rien. On pourrait croire que certaines années, les mois de vacances sont plutôt calmes, alors que l'année précédente ou que l'année suivante, on va bosser comme des malades. Donc on n'a pas vraiment de référence à ce niveau-là. Et c'est ce que je constate également avec mes confrères étrangers. C'est un peu par vague. Voilà. Et comment ça se passe? Un détective privé, ça facture un forfait, ça facture à l'heure, ça facture une mission déterminée, il y a des services définis. Comment Non, on ne travaille pas au forfait. C'est toujours en fonction du nombre de prestés, des déplacements, des moyens à mettre en œuvre qui peuvent varier radicalement d'une mission à une autre. Donc tout ça fait l'objet d'un devis. Et là aussi, je me permets d'insister, c'est que le devis n'est en aucun cas le prix réel de la mission, puisque nous ne savons jamais dans quelles circonstances nous allons devoir évoluer, nous adapter, etc. Donc à ce moment-là, chaque fois qu'une autre approche est conseillée au mandant, mais nous demandons son accord avant de mettre quoi que ce soit en œuvre et on essaye de lui donner une estimation, et j'insiste bien sur le thème estimation, parce qu'il est impossible de dire, voilà, c'est autant. Maintenant, d'un autre côté, le client peut mettre un terme à la mission à tout moment, et voilà, ça c'est clair. Nous fonctionnons par un système de provision. Nous arrivons à la fin de la provision, la deuxième est demandée, quand elle est honorée, on continue, et voilà. On va y revenir sur tout ça parce que, alors, il faut savoir qu'il y a un cadre légal qui englobe et qui régit les actions des détectives privés. Donc en fait, on ne fait pas tout ce qu'on veut comme détective privé. Tu vas nous en parler et puis on aura l'occasion d'avoir un peu des cas concrets avec toutes tes anecdotes sur comment ça se passe, puis la durée et des choses qui durent plus longtemps, moins longtemps, pourquoi. On va aussi parler un peu finalement des clichés que le cinéma, la culture populaire, les romans ont fait et ont transformé la vision qu'on a du détective privé. Il y a détective privé et il y a espion. C'est quoi la différence entre les deux et est-ce qu'en fait il y en a vraiment des différences? Oui, au niveau des moyens mis à notre disposition pour essayer de résoudre telle ou telle situation, en ce sens que la différence, surtout sur base de la nouvelle loi du 8 mai 2024, par rapport à celle de 1991, nous devons absolument rester éloignés des techniques police, services de renseignement et de sécurité, et sûreté, etc. Est-ce que donc la différence, c'est qu'un espion dépend plutôt d'une structure étatique en fait, ou dépend par exemple de la police, de l'armée? Il n'y a pas d'espion privé? Disons que non. Ok, d'accord. Et vous êtes nombreux en Belgique, en détective privé. Vous vous connaissez entre vous, vous repérez? Au fil du temps, il y a des noms qui reviennent, et puis on a davantage d'affinités avec l'un ou l'autre. Voilà, nous sommes à peu près 725 détectives en Belgique, dont la moitié plutôt affectée aux compagnies d'assurance.
les autres étant considérés comme généralistes. Ok. Et donc, on disait que finalement, vous tous êtes encadrés, vous dépendez, je ne savais pas du tout, mais vous dépendez du ministère de l'Intérieur, en fait. Oui, oui, Vous dépendez d'une structure étatique. Finalement, c'est quoi votre relation avec le ministère de l'Intérieur? Est-ce que vous avez des contacts avec les dirigeants politiques de ces ministères? Est-ce que parfois vous êtes missionné par le ministère de l'Intérieur sur des choses à l'étranger ou simplement dans le pays? Comment ça se passe un peu, cette relation? Absolument pas. Donc en fait, nos contacts avec le ministère sont limités à nos impératifs, comme pour signaler tout changement d'adresse, renouvellement de cartes et paiement de cotisations. Et ça s'imite à ça, puisque nous ne sommes pas autorisés à travailler dans le domaine public. Donc voilà, si on veut vraiment travailler pour telle ou telle structure qui n'est pas obligatoirement étatique, mais qui a quand même un lien avec l'État, nous devons demander au ministère une dérogation, un accord donc au cas par cas. Mais donc effectivement, le ministère de l'Intérieur et la justice finalement encadrent les activités des détectives privés. Et on vous mettra en lien cliquable ou dans la description de l'épisode des explications sur les grandes lignes des activités ou de la façon dont sont régies les activités des détectives privés pour que vous compreniez un peu mieux. Mais on va aussi en parler ensemble, Olivier. On va peut-être parler un peu maintenant des anecdotes. Je suis impatient de les entendre. Alors, tu disais, tu es un détective généraliste, donc Oui. tu vas travailler aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, que pour les avocats. Et les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, par exemple. C'est quoi les demandes les plus courantes que tu as dans ces segments-là? Et est-ce que tu as une anecdote à nous raconter pour les segments, alors principalement les entreprises et les compagnies d'assurance, mais ça m'intéresse aussi d'entendre le cas classique d'un particulier finalement. Je crois que l'essentiel à ce niveau-là sont liés à des soucis de non-paiement, de pensions alimentaires et autres conventions liées au contrat de mariage. Donc voilà, la recherche de personnes aussi dans le cadre de succession ou donc un peu en parallèle avec la généalogie, mais ça n'est pas spécialement. Ou alors quand on doit retrouver des personnes qui ont justement une succession à régler, mais pour leur apporter de l'argent. Et là, parfois, c'est un peu... Il faut vraiment gagner la confiance de la personne, parce que quand on va chez quelqu'un pour lui dire qu'il va gagner de l'argent, il ne croit pas toujours directement. J'imagine, ça t'est déjà arrivé, frapper à la porte, bonjour. D'avoir eu des problèmes pour trouver la personne, oui. Parce qu'en fait, je prends l'exemple d'une sortie d'indivision, où il me fallait retrouver une personne. Cette personne avait avant une carrière bien rangée, et puis au rage de la vie, elle s'était retrouvée SDF. Et elle vivait avec son compagnon dans un bois. Voilà. Il a fallu la trouver dans ce bois, surtout que nous n'avions aucune collaboration de par la loi pour savoir où on pouvait trouver au moins une référence par rapport à cette personne. C'est via Facebook qu'on a pu trouver son compagnon, donc, que j'ai pu contacter et qui a transmis à son ami, et nous nous sommes donné rendez-vous. Donc, il est toujours ici en Belgique, et j'ai pu lui expliquer la situation. Et voilà, donc elle a pu signer le document, et
percevoir un montant. Et c'est quoi la réaction de cette dame? Je veux dire, SDF, et on lui annonce, alors je ne connais pas le montant de la somme, si c'était important ou pas, mais quand même, il faut pouvoir gérer ce genre de réaction post-annonce, je veux dire. Mais quel qu'il soit, le montant est toujours, dans ces situations, est toujours le bienvenu. Je vous dirais que le montant, je ne le connais pas. Donc voilà, mon travail était de la retrouver et de pouvoir la mettre en contact avec l'autre personne dans le cadre de cette sortie d'indivision. Tu suis parfois l'histoire de tes dossiers après? Est-ce que Non. tu sais ce qu'elle est devenue, cette dame? Non, non, non. Ça s'arrête Ça net? s'arrête là, ma mission s'arrête là. Est-ce que c'est aussi une façon de te protéger émotionnellement et de ne pas s'attacher spécialement aux gens pour lesquels tu travailles ou pour lesquels tu annonces une certaine nouvelle? Ah, mais il est clair qu'il faut pouvoir faire la part des choses entre l'émotionnel, comme tu le dis très bien, et on va dire la rigidité du dossier, parce que l'empathie est certes nécessaire, une question d'humanité aussi et de respect, tout simplement. J'ai cité un gros mot là, respect. On dirait qu'il est un peu en désuétude, mais ça, c'est... voilà. Mais donc, oui, il faut faire cette coupure pour on ne peut pas porter toute la misère du monde sur nos épaules. Par contre, ce qu'on peut faire, et ça on y viendra certainement plus tard, c'est aider les gens, les guider, les conseiller, ceux qui rentrent là dans le domaine de la consultance. Ah oui, bah oui, effectivement. Mais donc ça ne t'est jamais arrivé de, je vais pas dire t'accrocher à quelqu'un, mais d'avoir quand même une certaine empathie qui fait que finalement, bah, une personne pour qui tu as travaillé ou à qui tu as dû annoncer quelque chose dans le cadre de tes missions, tu finisses par suivre l'après. Tu arrives à te détacher de tout le monde. Oui, parce que sinon c'est invivable. C'est extraordinaire. Et je l'ai déjà constaté chez certains confrères et malheureusement à leurs dépens. Parce que j'imagine que tout n'est pas toujours très rose. Tu dois certainement voir des choses un peu violentes aussi chez ces personnes-là. J'imagine surtout dans les opérations ou les missions d'ordre privé ou pour les particuliers. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu vois quoi dans tout ça? Mais je me fixe, j'ai mon but, qui est l'ordre de mission, et je m'arrange pour ne pas dépasser cet ordre de mission, la remplir, et m'en détacher, et passer à une suivante, parce que sinon, je te dis, ce serait infernal. Mais ça ne t'empêche pas de dormir? Non. Ok. Et alors ça, c'est plutôt Ça m'a peut-être un peu empêché au début, mais justement, mon rôle est d'enlever, par rapport à une situation, est d'en enlever tout l'aspect passionnel. Tu as un exemple de mission qui, effectivement, au début, t'a un peu empêché de dormir? Oui, au niveau d'une femme qui était battue et sous influence. Influence de la personne. Hein, oui. Et quand je lui ai posé la question, disant oui, mais enfin, bon, est-ce qu'il n'y a pas envie d'une autre approche et elle m'a dit, oh, Monsieur Knappen, je n'ai jamais connu que ça. Et ça t'a marqué Elle me dit oui, là, quand même, parce que je n'aime pas l'injustice. Donc, voilà, oui, là, ça m'a... Surtout que je voyais pertinemment bien qui était l'indélicat en question, hein, mais non, elle préférait continuer à subir. C'est vrai que j'ai vu aussi, et là, j'ai refusé purement et simplement de prendre un dossier pour une personne qui était vraiment sous emprise. Il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Et il n'y avait rien à faire.
j'ai proposé plusieurs autres approches que celle qu'elle voulait employer. Non, c'était la sienne et rien d'autre. Et c'était en prise de quelqu'un? En prise de quelqu'un, oui, oui. Donc ça, c'est un peu les histoires un peu, je vais dire, violentes, trash des personnes en particulier. Mais puis, il y a quand même de très belles choses, finalement, quand tu arrives à prouver à des parents de montrer la vérité. Je pense que c'est important. J'imagine que dans la partie plutôt liée aux entreprises, on est moins sur des choses violentes, mais plutôt des situations un peu cocasses. C'est quoi la mission typique que tu as dans les entreprises? Donc il y a le volet cybersécurité qui est vraiment important, qui enfin, et je vais m'expliquer, prend une place nettement plus importante maintenant qu'il y a, je dirais, une dizaine d'années, où beaucoup de chefs d'entreprise restaient malheureusement avec l'approche de « ça n'arrive qu'aux autres ». Ben non. Donc ça c'est un... Vous savez, quand on constate que dans une... tu sais que quand on constate dans une entreprise qu'il y a des vols à répétition et que, étonnamment, il y a un dysfonctionnement de système de sécurité ces jours-là, à cette heure-là, voilà, ça nécessite quand même une analyse un peu différente d'autres cas qu'on pourrait avoir comme l'absentéisme, qui est pour nous aussi récurrente au niveau de nos missions, parce que ça coûte cher aussi bien aux sociétés qu'aux plus petits indépendants qui ne peuvent pas se permettre de réengager alors qu'une personne va travailler chez son beau-frère pendant 15 jours. Toi, tu démasques ce genre de choses? Ah oui, 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 oui. Et comment ça se passe ça? Tu pars et c'est une filature? T'observes, tu gardes ta voiture comme dans les films? Observation, et je me rappelle une chouette anecdote à ce moment-là, où quelqu'un nous a filé vraiment un bon coup de pouce, c'est-à-dire que la personne que nous suivions travaillait à rue, donc on pouvait, elle était sur la voie publique, avec sur le dos un t-shirt de la société qu'il employait effectivement. Ah, l'huissier et moi étions très contents. Ah oui, je veux bien croire. Et qui était comme absente? Absente, était en incapacité de travailler. Et alors, tu as ça, et tu disais, il y a... Le constat, donc, fait par l'huissier, est tout à fait dans les normes. Et comment ça se passe là? À un moment donné, quelqu'un sort de la voiture en disant, ben voilà, madame, monsieur, je suis... Mais c'est l'huissier qui va faire son constat. Mais devant la personne, quoi. Ah oui, oui, bien sûr. J'imagine que la réaction de la... Elle va l'identifier, et puis voilà. C'est dingue. Et alors, tu disais, il y a ça, mais il y a aussi des gens qui désactivent des systèmes de sécurité pour faire leur cours. Ça, c'est déjà vu, oui, oui, oui. Et comment ça se passe? Tu sais nous illustrer ça? C'est quoi, je désactive les caméras de surveillance? Pas toutes, hein, certaines. Hein, voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on a encore des missions à venir quand même. Oui, je veux bien croire qu'on va pas non plus expliquer tous voilà, les secrets. Donc c'est un exemple. Et sur une mission comme ça, finalement, quand on engage un détective privé, c'est qu'on n'est pas spécialement, nous, dans la capacité de résoudre l'affaire ou de s'éclairer nous-mêmes sur la vérité. Donc ça veut dire que, quelque part, la mission est relativement complexe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de planifier pour un client qui vient de voir une certaine durée de mission et puis te rendre compte qu'en fait, ça va prendre 2 fois, 3 fois plus de temps? Comment ça se passe tout ça? Tu as des exemples de missions qui durent beaucoup plus longtemps et tu me disais même, ou parfois beaucoup moins longtemps que prévu, quoi. Ah oui, oui. J'ai un souvenir qui moi,
m'a amusé et qui a fait plaisir à mon client. Donc là, je travaillais pour une grosse structure qui en avait marre de voir partir une partie de son personnel toujours chez le même médecin. Certains faisant jusqu'à 50 km pour aller chez ce médecin. Ben donc j'y ai été chez le médecin et c'était là la première fois, donc moi je ne savais pas trop bien comment il allait fonctionner et j'ai demandé à quelqu'un qui était dans la salle d'attente. Il me dit, oh t'inquiète pas, même si tu es enceinte, il te fait un certificat. Bon, ici c'est bien parti. Et effectivement, hein, ben, voilà, j'ai eu le certificat sous un prétexte, mais tout à fait futile, quoi. Hein. J'ai l'oreille gauche qui me chatouille et la droite qui n'entend pas bien, mais c'est pas de votre faute, façon de parler. Hein. Mais voilà, donc je suis ressorti et j'ai transmis à mon mandant, à son avocat, et ils ont pu mettre un peu d'ordre dans leur SAF. Et ça, c'est affaire rapidement menée, quoi. Rapidement menée. Et par contre, il y a les cas inverses aussi, où là, il faut fouiller beaucoup plus que prévu. Plus longtemps, parfois. Pourquoi? Parce que les circonstances font que ce soit par exemple dans un litige familial, où le monsieur se trompe de madame, la madame se trompe de monsieur, mais qui a des intérêts financiers importants en jeu, et il se peut qu'il y ait une petite bisbrouille momentanée qui fait que, bon, ben, on se déplace pour rien. Ça peut arriver. Par contre, à contrario, comme je viens de citer l'exemple du médecin, voilà, ça peut aller relativement vite. Tu dirais que c'est plus souvent des prétextes financiers qui font entamer une mission ou qui font que je vais mandater un détective privé plutôt que de l'émotionnel. Tu parles effectivement madame ou monsieur qui se trompe de partenaire. Mais en fait, dans ces cas-là, c'est plus souvent l'aspect financier qui compte comme prétexte ou l'émotion est tout à fait... Mais il faut savoir que là, on en vient à l'aspect passionnel. Beaucoup de gens à ce niveau-là, hein, donc du dossier privé addu, qui n'est plus condamné hein, depuis déjà bien longtemps, les gens savent, mais ils ne veulent pas voir ce qui est. Donc, bon, mon but n'est pas et c'est vrai, mon but n'est pas de gagner de l'argent à leurs dépens pour des choses qui sont d'une évidence crasse, quoi. Hein. Donc voilà, alors, j'essaye de les dissuader, parfois, ce qui est contre mon intérêt, mais d'un autre côté, ça me permet de prendre autre chose, voilà. Mais de leur dire, bon, qu'est-ce que ça va vous apporter? Vous savez, voilà, on va vous confirmer sur tel laps de temps, parce que les gens s'imaginent parfois qu'il y a quelque chose, et il n'y a rien du tout. Hein. Sérieusement? Ah oui. Ça arrive souvent? Non, mais ça nous fait sourire et ça fait l'objet de nos discussions dans nos repas entre confrères, voilà. Oui, on peut avoir des jours où il n'y a rien. Mais c'est quoi le cas typique? Comment est-ce qu'on peut se douter? Ah, il n'y a pas de cas typique, hein, sinon ce serait monotone, ce serait banal. Et tu as une anecdote comme ça. Alors, on va rester sur le territoire belge, on va parler de l'étranger après, parce que tu n'es pas seulement actif finalement sur les territoires belges, tu as des missions qui parfois te conduisent à prendre un avion ou que sais-je comme autre moyen de transport pour mener tes missions à bien ailleurs. Tu as une anecdote comme ça qui t'a vraiment le plus marqué, que ce soit parce que ça t'a fait bien sourire ou parce que ça t'a vraiment marqué
dans ta chair d'une mission comme ça sur le territoire en 15 ans. Oui, c'est clair que bon, par exemple, quand j'ai été suivi une fois. Enfin, Le suiveur deux suivi? fois, mais je vais en raconter une. Deux, en tout cas, qui m'ont marqué, quoi, hein, parce qu'on fait toujours attention quand même à rentrer seul. C'est mieux. Hein. Et effectivement, bon, on ne peut pas toujours tout maîtriser. On prépare les missions avec la plus haute conscience professionnelle, mais on ne sait pas tout prévoir, comme un détournement d'arrêt de bus le week-end, etc. Et là, j'étais en plan pas loin de l'endroit que je surveillais. Puis il faisait beau, chaud, donc j'avais été me mettre un petit peu dans l'abribus. Et puis je regarde mon véhicule, le soir tombe, je repars. Et de l'endroit que je devais checker, il y a une bagnole qui sort. Il me dit, bon, c'est bien, le soir, on le voit bien. Donc je dis, oh là, dans notre jargon ici, ça pue. Donc j'ai commencé à faire un petit tour dans un zoning proche pour vérifier que je ne me sois pas trompé et que je ne sois pas parano. Et effectivement, voiture derrière, etc. Alors c'est un autre type de conduite que nous sommes contraints d'employer pour arriver seul. Je ne parle pas de vitesse démesurée, etc. Parce que, non, d'ailleurs ça, on est toujours déconseillé en filature, parce que ça ne sert à rien, c'est le meilleur moyen de se faire repérer. Donc, voilà. Mais il y a d'autres astuces de stationnement ou autres qui font que ça nous permet de rentrer seul. Et alors, bon, de prévenir le client des risques auxquels il s'expose. Et dans le cas dont je te parle ici, le client a renoncé à ses prétentions financières par peur de représailles. Enfin, tu ne sais, j'imagine que tu ne sauras jamais qui t'a suivi. Si. Mais est-ce que c'est des confrères? Est-ce que parfois vous devez suivre? Non. Ah oui, c'est ça. Parce que, tiens, allez, admettons, j'ai un litige avec quelqu'un ou avec une société, ouais. Et puis moi, je te mandate pour enquêter sur l'affaire en question. Et puis, la personne contre qui je veux amener des éléments veut aussi amener des éléments contre moi et mandate un de tes confrères. Comment ça se passe dans ce cas-là? Comment est-ce que vous gérez ça? Tu es au courant que l'autre va te suivre ou me suivre ou comment... C'est déjà arrivé ça, devoir suivre un confrère? Personnellement, non. Certains l'ont peut-être fait, mais je ne les ai pas reconnus. Nous avons un secteur, mais bon, comme dans tout autre secteur indépendant, professionnel et un peu particulier, on ne peut pas être copain avec tout le monde. Moi, je sais très bien que si on me demandait de faire une filature sur tel confrère qui a toujours été correct, voilà, je ne le ferai pas. Oui. Je ne le prendrai pas. Mm-hmm. Oui, il y a une déontologie entre... Bon, c'est une question je sais pas, d'optique. Mais bon, ça c'est laissé à l'appréciation de chacun. Chacun a son mode de fonctionnement et le mien, c'est comme ça. Moi, non. Et alors, la plupart de tes missions ont lieu ici, en Belgique, Oui. je pense. Mais donc, parfois, je disais, tu es amené à aller à l'étranger. Dans quel cadre? Ça se passe comment? C'est pour des entreprises? On t'appelle là-bas? Comment ça se passe? Je ne suis pas amené à me déplacer, parce que sinon je passerais l'année en vacances. Hein. Oui, c'est une façon de voir. Franchement, je peux aller dans certains pays, en faire le tour en allant chez des confrères. Hein. Donc voilà, mais non, moi je privilégie toujours de travailler avec des locaux. Ah oui. Des confrères locaux.
Sur place alors, sur directement. place parce qu'eux ont leur contact sur place. Ils connaissent ces combines. Ils ont leur propre législation. Donc voilà. C'est beaucoup plus productif. C'est moins cher et c'est beaucoup plus productif que d'y aller soi-même. Mais j'imagine qu'il y a aussi des méthodes autorisées à gauche qui ne sont pas Et ne autorisées à sont droite. pas, voilà. Il y a des choses comme ça qui t'ont frappé dans certains pays en disant, ouh, alors ce serait peut-être plus facile si on pouvait faire ceci ou cela en Belgique aussi pour nos filatures ou nos affaires. Est-ce que tu as une espèce de classification des pays où il fait mieux vivre d'être détective? Pour mieux vivre, parfois plus dangereux, hein, Uh-huh. mais disons que l'Afrique est un pays assez particulier quand même. Ok. Ah oui, ok. Sans aucun Mhm. jugement, quel Non, qu'il non, non. soit, hein. C'est une constatation. Ah, c'est marrant, moi je m'attendais à avoir une réponse du style des pays de l'Est, les clichés KGB qu'on voit dans les films et autres. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup de clichés, on en parlait au début de l'émission, qui ont été créés par les romans, puis les séries policières, Mhm. la télé de manière générale. Est-ce que tu as un peu un classement comme ça quand tu regardes des séries, tu te dis, pff, ouais, ça c'est un peu un cliché quand même, ça se passe pas du tout comme ça. Et les séries, je parlais de ça parce que quand on voit certaines séries comme Les Experts, ils vous font des trucs en 45 ou en 50 minutes, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Quand on voit le temps nécessaire pour avoir les résultats de certaines analyses, non, ça ne correspond pas spécialement à la réalité. Alors, tout à l'heure, j'ai essayé de creuser la question et puis tu as dit à juste titre, on va peut-être pas tout balancer, mais quand même, on va parler un peu de technique. Alors, sans entrer dans trop de détails, parce qu'il y a des choses qui doivent rester quand même de l'art du métier. Mhm. Mais dans les entreprises, tu travailles beaucoup sur les fraudes, enfin même vis-à-vis des particuliers finalement, mais tout ce qui est compagnie d'assurance et autres, c'est quand même une grosse partie du métier de détecter les différentes fraudes. Tu as quelques techniques ou quelques anecdotes sur comment est-ce qu'on démasque des fraudes, des maquillages d'accidents, ce genre de choses. Tu disais, quand on a préparé cette interview, finalement, les gens nous prennent pour plus bêtes que ce qu'on est parce que c'est gros comme des maisons ce qu'ils font. Ah oui, 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 parfois, effectivement, autant essayer d'y aller, on va dire, bille en tête, et de voir un peu ce qui se passe, parce qu'on va se dire, oui, mais s'il est là, c'est qu'il a une raison d'y être. Sans jamais se dire, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, tu vois. Donc, ça nous permet d'évoluer et de voir jusqu'où on peut aller. Et jusqu'où les gens sont prêts à aller pour masquer leur fraude, leurs accidents, Si tu as vu des choses un peu dingues comme ça où tu t'es dit, mais Ah comment est-ce oui, que la oui, personne a oui. pensé à ça, quoi? Ah oui, les gens sont vraiment une imagination débordante, hein. Je vais prendre un exemple euh, qui n'est absolument pas identifiable quant à la personne, parce que c'est tellement récurrent. Disons qu'ici, il y a une particularité quand même. Donc, on est dans le cadre d'une collision. Un monsieur qui avait heurté un sanglier. Classique. Ah, classique. Ah oui, 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 oui. Même classique et parfois très ancien. Je parle du sanglier. Donc en fait, la personne dit, voilà, j'ai collision au gibier dans une région où, effectivement, ça ne manque pas. Et puis j'ai heurté un mur suite à la collision, quoi, hein, voilà. Et puis,
on me mandate pour la mission et je reçois un appel d'un des intermédiaires pour me signaler que fallait que j'allais m'amuser et qu'il fallait que je regarde derrière. À Derrière? À l'arrière de la voiture? Oui. Et donc, j'aime bien m'amuser, hein. C'est quand même un privilège dans l'existence, parfois c'est sombre. Donc, je vais voir. Je prends l'audition de la personne qui me déclare ce que je viens de te dire, hein, gibier, collision, voilà, muret. Sauf qu'en fait, la personne avait une Mini Omnium qui couvre des gibiers et qui avait laissé à l'arrière de son véhicule un petit sachet en plastique avec des poils de sanglier. Et quoi, c'était prévu? Oui, il avait joué comme ça, donc en plus ces poils qui étaient appliqués à l'avant, au coin de l'impact, avaient été mis dans le mauvais sens. Ah, il y a un sens? Il y a le sens du poil. Ah oui, d'accord. Il y a la racine, il y a voilà. Donc, moi, je ne suis pas expert. Voilà. Puis après, je dis bon, maintenant, ça c'est sûr, ça va être envoyé aux autorités. Je dis, hein, parce que bon, pourquoi? Vous n'avez rien d'autre à me dire? Il n'y a jamais eu de sanglier. J'ai pris le muret. Je n'étais pas assuré dans ce cadre. Et donc, sanglier qui était dans le bureau et qui avait peut-être 2 ou 3 générations. Mais donc, avait servi. Le gars s'est pris un mur. Et quoi, il est retourné jusqu'à chez lui ou il avait. Non. Il est retourné chez lui, il a été chercher des poils de sanglier et il les a mis sur son pare-choc. Oui, hein. C'est dingue, c'est dingue. Il y a aussi, est-ce que tu retrouves parfois des cas un peu dingues sur typiquement les accidents de travail ou les accidents sur le chemin du travail, ce genre de choses? Est-ce que ça arrive souvent? Enfin, moi j'ai entendu ça, mais c'est une vérité? Oui. Oui, hein, il y a notamment les accidents du lundi. Du lundi? C'est un très mauvais jour. Un très mauvais jour le lundi. En ce sens que, imagine quelqu'un qui se casse la figure en moto en allant au travail. Mal au poignet, etc. Donc, il va jusqu'à son travail et puis il dit que il demande au responsable santé de l'entreprise de lui refaire son bandage. Ok. Refaire. Ça ressort quand je prends l'audition du responsable sécurité en question. Et oui, refaire, si c'est refaire le bandage, il n'est pas tombé en arrivant. Hein. Il est tombé du week-end, par exemple. Voilà. Et en fait, le gars faisait de la compétition, mais dans le cadre où il avait fait ce week-end-là, il n'était pas couvert par son club. Et résultat, on fait jouer l'assurance du travail. Dingue. Et oui, en fait, c'est finalement, ta meilleure technique, c'est de discuter avec les gens et de poser des questions. Ah oui, bien sûr. Tu as un peu des questions types comme ça que tu vas avoir dans ton esprit en disant, ok, tu sais très bien que dans ce genre de situation donnée, on va poser une question plutôt sur ceci, sur cela, et puis en fait, ça va avancer tout seul et les gens vont se livrer. Tout est une question, il n'y a rien de... Oui, on prépare un questionnaire, un ordre de marche, entre guillemets, mais qui peut se transformer à tout instant en fonction de la personne qu'on a devant nous, la manière dont elle répond, dont elle se comporte, voilà. Et à ce moment-là, ça peut nous amener à partir dans plein de directions.
Ça, c'est plutôt les techniques d'échange, de discussion. Oui, 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 c'est important, c'est le dialogue. Mais il y a aussi, c'est essentiel. j'imagine, il y a aussi les techniques de filature. C'est marrant, je ne m'attendais pas à ce que tu me racontes l'histoire de j'étais en planque dans ma voiture. Moi, je pensais qu'il n'y avait que dans les films qu'il y avait ça. Mais tu m'as aussi expliqué qu'il y avait plein d'autres techniques pour suivre quelqu'un, notamment promener son chien. Ah oui, 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 ça, c'est top. C'est comme ça qu'on se fait le moins Mais repérer. tout dépend, bien entendu, de l'endroit où nous devons opérer. Ça, c'est bien clair. Mais qui va se méfier d'un chien, de quelqu'un, d'un couple qui promène son chien? Oui, peut-être, mais Pas grand monde, hein. Bon, évidemment, pas sur la plage en période d'interdiction. Voilà. Mais sinon, tu as d'autres techniques comme ça, autres que le cliché de la voiture? euh, mais tout se fait en fonction de l'environnement, en fait, hein, parce que une des principales règles pour nous, c'est l'adaptabilité. Mm. Donc vraiment pouvoir se fondre dans l'univers dans lequel on va évoluer. Est-ce qu'on a des raisons de croire que on est suivi toutes et tous, alors sans tomber dans le complot, mais est-ce qu'on a des raisons de croire qu'un jour dans notre vie professionnelle ou privée, on a été suivi, puis on le sait peut-être pas, mais C'est très possible, surtout actuellement, hein. c'est-à-dire, pourquoi actuellement? Mais parce que nous sommes maintenant, et depuis quelques années, de plus en plus scannés, encadrés, toujours entre guillemets, hein, fichés. Oui, en fait, finalement, on est suivi dans nos actes tout à fait standards de notre quotidien. C'est pas spécialement être suivi par un détective privé ou Ah non, quelqu'un non, qui, non, 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 qui non, nous hein, en veut. je parle C'est ça. du système sociétal actuel. Oui, c'est vrai que moi, j'avais jamais fait le lien, mais c'est exact. Alors, t'es pas seulement détective, t'es consultant, mais t'es aussi négociateur. Alors, c'est quoi ta mission de négociateur? J'imagine que c'est pas ce qu'on voit à la télé dans les reportages comme le raid qui négocie avec un forcené. Non, 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 non. C'est-à-dire que ça fait partie de l'ensemble des activités professionnelles, hein, entendons bien, que je propose à mes clients. Parce que j'estime qu'il est important de pouvoir, à partir du moment où on prend une mission, de pouvoir aider le client sur tout le parcours. S'il le souhaite, bien entendu, hein. Mais donc, il y a des avocats spécialisés dans leur domaine. Pourquoi aller chercher quelqu'un qui n'est pas, perdre de temps, perdre d'argent pour le client, etc. Moi, mon but, si, c'est d'en vivre, c'est bien clair, mais c'est qu'on parle de moi en bien. Or, quand une personne peut compter sur le fait d'avoir un avocat, d'avoir une solution au niveau de la cybersécurité de sa structure ou de son domicile privé, hein, voilà, à la limite parfois psychologue, pour aider à recadrer la personne, voilà. Tout ça, c'est utile. Et toi, tu as déjà mené une négociation Oui, et un peu sportive? disons que j'ai travaillé pendant, moi je considère ça comme de la négociation, j'ai travaillé pendant près de 5 ans pour un grand groupe automobile en récupération amiable de dettes du consommateur, avec bien entendu l'autorisation du SPF Économie.
c'est une obligation, et voilà. Donc, il fallait négocier des remboursements suite à des arriérés de mensualité, etc., voire reprendre des véhicules. Donc là, oui, c'était vraiment de la négociation, en sachant bien que on ne sait pas faire saigner un caillou, ça c'est clair, qu'il faut toujours respecter les gens que nous avons en face de nous. Et de ces rapidement, si nous raconte notre petite version du bistrot du coin, ou ce qui est réellement. Oui, j'imagine que ta casquette aussi de détective peut parfois appuyer certaines négociations. Est-ce que ça Il s'entremêle y a parfois? ça, il y a surtout l'aspect humain, qui est vraiment prépondérant là-dedans, parce que j'ai quand même vu des catastrophes dans certaines régions pour des couples qui travaillaient tous les deux dans la même entreprise, et où l'entreprise fait faillite. Mhm. Donc, crédit maison, crédit voiture, crédit. C'est pas. Il faut rester cohérent, ferme, mais ne pas imposer des conditions démesurées. Il vaut mieux que quelqu'un paye moins dans la régularité, mais maintienne cette régularité, que dire oh, je vais faire autant, et puis c'est un mois, 2 mois, 3 mois, et puis c'est fini, quoi. Hein. Donc voilà, ça c'est. Oui, c'est intéressant ça dans ce genre de cas parce que c'est vrai que par exemple, admettons dans des situations où on oublie, je sais pas, de payer ceci ou cela, mais vraiment de la pure négligence, de l'oubli, pas forcément mal intentionné, et qu'on commence à recevoir un premier courrier, on a vite une panique à se dire mince, Oui. mince, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'on peut aussi rassurer les gens par rapport à ça, que voilà, on reçoit un premier courrier, c'est fait aussi pour ça? Mais voilà, parce que si on va avec comme consigne de récupérer, de localiser, de récupérer le véhicule, c'est qu'il y a déjà eu des démarches effectuées par le groupe automobile, et puis par nous. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment ultime. Tiens, tu parlais des fois où tu t'étais déjà fait suivre par d'autres ou par tu ne sais pas qui. Enfin si, Oui, en fait, tu sais qui. En 15 ans de métier, tu as déjà eu peur pour ta vie? Oh, j'ai eu, on va dire, des moments de solitude, de grande solitude. Mais bon, voilà, si je fais ce boulot, c'est parce que j'aime ça aussi, ça fait partie. Il y en a d'autres et que je ne critique absolument pas, mais qui ne sont pas du tout dans cette optique prêt à s'exposer. Bon, moi, ça me correspond un peu, voilà. Donc, mais oui, j'ai eu des moments un peu chauds, où tout peut basculer rapidement. Et là, je suppose que tu veux un exemple aussi. Ah, écoute, sans vouloir en demander trop, mais si tu as un exemple, je suis plutôt preneur. Il y en a un au niveau en lutte contre la contrefaçon. Contrefaçon d'une marque de vêtements. Et ce dossier ne se passe pas en Belgique, hein, dans un pays voisin. J'y vais et alors figure-toi que tu rentres dans une petite galerie, pas spécialement fréquentée à l'heure où j'y suis passé. Tu as une librairie, tu as des magasins de vêtements, etc. Je vais dans le magasin de vêtements, enfin je passe d'abord dans la galerie et directement il y avait un gars, un style guetteur, quoi, qui regardait un peu, qui passait, etc. Et il me regardait avec attention. Bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc moi je me reporte
vers la librairie où il y avait justement une affiche locale à louer, locale commerciale à louer. Et je rentre dans la librairie et je demande des précisions concernant ce local. Curieusement, le gars qui était dans la galerie était rentré dans la librairie. Et donc, le gars me dit, ah oui, c'est un local là au sous-sol, il faut réfléchir vite. J'ai dit, ah ben ça, est-ce qu'il y aurait moyen de vérifier, parce que j'ai une amie qui fait du scrapbooking et qui aimerait bien venir s'installer au Luxembourg, vous voyez pourquoi, etc. Ah mais venez jeter un coup d'œil. Donc, ben voilà, descendant dans un truc sans communication avec l'extérieur, avec le libraire qui s'occupait justement de faire la visite, hein, et l'autre gars qui était au-dessus. Je me dis, maintenant, il ramène ses copains, je suis pas bien, moi. Donc, tout s'est très bien passé, j'ai visité, j'étais content de regagner mon véhicule. Hein, et je suis revenu après avec une personne qui a fait un achat de vêtements pour son gosse et qui a demandé un ticket parce que comme le gosse avait bien réussi, avait eu un très bon bulletin, elle lui offrait ça, mais son ex-mari payait la moitié. Bizarrement, la caisse ne fonctionnait pas ce jour-là. Alors le gars a fait un reçu, ce qui était parfait aussi. Donc on avait un spécimen du produit contrefait. Donc là, ça a suivi. Ça, c'est la résolution de l'affaire. Ça a été, voilà. Oui, parfois c'est... Mais ça passe proche parce que aller se caler dans un sous-sol, si on est peut-être menacé par... Ah oui, oui, c'est... oui, c'est du vécu. Mais voilà, je suis là. Ça me fait plaisir, je passe un moment agréable. Ah bah oui, moi aussi je suis content que tu sois là pour pouvoir en parler. Donc ça fait quand même 15 ans que tu fais ce métier. Tes techniques ont dû un peu changer pour, par exemple, les filatures ou tes propres enquêtes. Tes techniques ont dû changer avec le contexte du lockdown, etc. Comment ça se passait? Elles n'ont pas changé dans la mesure où il n'y avait pas grand-chose à appliquer, hein, puisque de toute façon, il n'y avait quand même rien, ni à gauche ni à droite sur la route, il n'y avait rien. Donc c'était effectivement trouver d'autres, développer le réseau. Et c'est la chose qui est la plus importante pour moi. C'est l'importance du réseau de relations professionnelles. C'est ça qui permet de travailler effectivement et avec fruit au niveau international. C'est quoi tes contacts privilégiés? Qu'est-ce que tu vas essayer d'avoir dans ton réseau comme type de profil? C'est des dirigeants? Des confrères. C'est d'autres détectives? Oui. Et vous échangez des informations entre vous? Il y a des organisations en fait qui sont internationales. Ok, et dans lesquelles? De détectives, et voilà. Et ça aussi, c'est régi par une législation internationale ou c'est plutôt un ordre entre vous? Disons que nous poursuivons quand même tous, à part quelques escrocs, mais comme il y en a partout, la même optique qui est la curiosité intellectuelle et la satisfaction du client. Et puis après, au fil des années, il y a des relations un peu plus privilégiées qui se créent. Donc je sais que si j'ai besoin d'un tel pays, c'est d'office par un tel que je passe. Tel autre pays, voilà. Et vice-versa, quoi. Et pendant cette période un peu fermée, on va dire, à l'époque du Covid, il y a quand même le digital qui s'est... alors, il était déjà sur une très bonne lancée, mais qui s'est complètement boosté. Puis on a vu les failles du digital avec beaucoup plus de cyberattaques, etc. Toi, est-ce que tu t'es aussi servi beaucoup plus du digital à partir de ce moment-là?
Je pense aussi aux réseaux sociaux qui se sont énormément développés entre le moment où tu as commencé ton activité et aujourd'hui. Et j'imagine que pendant la crise sanitaire, c'était encore plus développé. Comment tu t'es servi de tous ces outils-là aussi? Tu me disais, ben, les gens ils se rendent même pas compte du nombre d'informations qu'ils laissent en ligne rien que sur les réseaux sociaux. Mettons que tu as un problème, un gros problème à un poignet. D'accord? Donc tu ne sais pas travailler parce que ton poignet, voilà, c'est le droit et tu es droitier, et voilà. Et donc tu es en incapacité. On essaye de te prendre en filature, etc. On ne voit rien de relevant. À ce propos, je précise au niveau filature, on ne fait jamais 5 jours d'affilée derrière une personne. On n'a pas envie d'être taxé de harcèlement. Oui, puis tu ne peux pas en fait. Non, on ne peut pas. On en parlera, mais tu ne peux pas. Oui, on ne peut pas. Donc on ne trouve rien. Et puis il y a l'open source, hein, donc tout ce qui paraît, tout ce qu'on peut trouver sur Internet, mais de manière ouverte. Donc il n'y a rien d'intrusif là-dedans, etc. Et tu vois la photo du gars publiée sur Facebook, donc là elle rentre quand même dans un domaine dit public, selon moi, qui est en train de découper une bestiole au couteau, dans son garage, avec un sourire jusqu'aux oreilles, sans attelle et avec le couteau bien dans... Mais c'est gentil. On est très content. Ah oui. Et lui, wow, j'ai tué ma bestiole, je l'ai découpée. Merci, monsieur. Ah non, c'est clair, c'est clair. On ne se rend pas toujours compte, parce que bon, alors là, d'accord, manque de bol, tu t'es grillé tout seul, mon grand, à publier ça sur les réseaux, mais même quand on n'a rien à se reprocher, en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on met à disposition de personnes plutôt du côté malveillant sur les réseaux, quoi. Mais il y a qu'à voir à quel point les gens, je peux l'être aussi, hein, parce que je suis, voilà, on va dire comme tout le monde, hein, mais la facilité avec laquelle on peut se faire avoir, escroquer sur Internet, c'est fou. Ça vient toujours des pays étrangers Non. En fait, il y en a qui viennent carrément de Belgique. Oui. Plus que ce qu'on croit, en fait. Un peu pas. Pour l'instant, oui, bien sûr. Il y a quelque chose de bien en cours. Ah oui? Mais pour moi. Mais voilà. Oui. C'est la chance d'ailleurs qu'il y a quand ce sont des personnes... Mais tu t'es déjà retrouvé avec une histoire d'arnaque comme ça, où en fait, le gars ou la nana, il est 2 provinces plus loin. Il est sur le territoire belge et il a arnaqué d'autres Belges. Oh, pas en Belgique. Hein. Mais en fait, c'est plus proche que ce qu'on croit. Oui, parfois. Oui. Mais j'imagine que ça facilite les choses pour arrêter... C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des procédures qui sont lancées, et parfois grâce à nous, il y a cette notion aussi de collaboration judiciaire entre les pays européens et donc au niveau des jugements qui peuvent être traités à l'étranger. Voilà, ça c'est très important aussi. Ce qui est nettement plus aléatoire dans certains autres pays. Tu disais qu'il y avait des personnes, on avait beau leur montrer les preuves noir sur blanc, elles s'obstinent en fait, dans tous les cas d'affaires. C'est pas seulement l'arnaque. Je pense que ça s'appelle les brouteurs, en fait, ce qu'on est en train d'expliquer là. C'est le terme. Mais il n'y a pas que ça. Tu as une histoire où tu as essayé de montrer à la personne, preuve sur table, tout ce qui était possible de montrer et qui encore s'obstine à dire mais non, mais ce que vous racontez, c'est...
C'est pas vrai ou tu trouves des excuses? À partir du moment où les gens sont sous cette coupe, il y a un problème supplémentaire qui vient se greffer, c'est qu'ils ils se coupent. L'arnaqueur fait tout pour que les gens se coupent de leur famille, de leurs amis, de tout ça. Ce qui est tout à fait dans son intérêt pour éviter que les gens... Mais j'ai connu des personnes qui avaient perdu tout lien avec leur famille, leurs propres enfants, etc. Parce qu'elles continuaient à dilapider le patrimoine pour un gars qui... Oui, qui n'existe pas. Bon. En tout cas, pas celui oui, qu'on suppose. Quoi. On arrive tout doucement un peu à la fin de nos discussions. Et c'était... Oui, je suis sûr que tu en as d'autres histoires à me raconter. Mais dans tout ce que tu m'as raconté, il y a quand même la confrontation à une mauvaise foi assez violente. J'ai l'impression que c'est un peu le point commun de quasiment toutes les affaires que tu traites. Est-ce qu'après 15 ans à fréquenter des gens qui essayent de contourner la loi, qui essayent de jouer avec les règles, est-ce qu'on arrive encore à avoir foi en l'humanité? Comment est-ce qu'on fait pour continuer à croire en les hommes les hommes avec un grand H, hein, je veux dire? Mais disons qu'il y a toujours de belles personnes. Et heureusement. Mais nous sommes nombreux à trouver que depuis déjà quand même pas mal, entre pas mal et quelques années, mais un changement dans les mentalités, dans l'égoïsme, dans l'agressivité, à tout niveau, hein, niveau, qui devient exponentiel, quoi. Ça oui. Ah oui, quand tu fais le bilan, tu as l'impression que ça devient de plus en plus violent. Tu m'expliquais que il suffit d'aller faire ses courses et voilà. Non, là, je parle au niveau de la vie courante. Il y a une évolution, me semble-t-il, au niveau des mentalités, où les gens sont devenus beaucoup plus individualistes. Bon, ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais voilà, force est de constater que il y a cet aspect-là. Et le regain de tension et de violence est palpable dans notre secteur aussi. Donc tu disais, ça devient de plus en plus violent. Tu m'avais parlé aussi justement, il y a de plus en plus de délations. Tu le remarques de plus en plus. Dans quel cadre? Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Tu disais, oui, maintenant, les gens de plus en plus raccusent. Ben, comme il y a eu pendant la période Covid, où les gens se balançaient à gauche, à droite, les conflits de voisinage sont devenus aussi, hein, ils ont explosé comme les vaccins. Hein. Voilà, mais sinon, tu vas prendre une audition d'un commerçant pour savoir comment était placée, on va dire, une signalisation de travaux. Parce que quelqu'un s'est planté dedans, ou voilà. Donc la question est, comment était-ce signalé? Est-ce que c'est... Et quand tu sors du commerce, tu sais que telle petite vieille va promener son chien à telle heure, qu'elle ne ramasse pas les déjections du kleps, que voilà, que ceux-là, là-bas, ils partent toujours en vacances. T'as rien demandé. Hein. Mais c'est quoi l'intérêt des gens? C'est quoi leur intérêt? C'est comme si c'était à faire valoir pour eux. Ok. Oui, c'est fou. Ouais, à une époque quand même pas si lointaine, il y en a qui se sont trouvés dans des trains comme ça. Hein. Oui, c'est un autre chapitre de l'histoire, mais oui, c'est vrai que ça peut aller très très loin. Voilà. Ça peut aller très très loin. Absolument. C'est clair.
Avec tous les changements de notre société, je voudrais qu'on fasse le bilan de cette interview aussi comme ça. On a bien précisé au début de cet épisode que toutes les activités des détectives privés étaient encadrées par le ministère de l'Intérieur, par la loi. La loi, par définition, ça évolue, ça change, ça s'adapte aujourd'hui aux technologies. Voilà. Il y a le RGPD qui a vu le jour entre-temps. Comment tu fais? J'ai vu aussi dans les conditions de tes activités à quel point tout ça était scrupuleusement respecté. Comment est-ce qu'on parvient, avec toutes ces nouvelles lois, avec toutes ces nouvelles obligations, avec toutes ces nouvelles interdictions, à maintenir un haut niveau de prestation et un haut niveau de recherche quand finalement, de plus en plus, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, adaptabilité et imagination. Imagination. Et adaptabilité pour bien rester dans le cadre qui nous permet de travailler. Il y aura toujours moyen. Je l'espère. Je l'espère. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, il ne me reste plus qu'à te remercier, Olivier, pour ce partage, parce qu'en fait, c'est une autre forme d'entrepreneuriat qu'on a entendu ici. Hein. Ça sort totalement des clous de ce qu'on connaît, et je te remercie d'avoir bien voulu faire le tour de la question avec nous. J'espère que vous en avez appris plus sur le métier de détective privé et les conditions dans lesquelles ça se déroule. Olivier, merci encore pour ton temps. Oui, si je peux me permettre un petit mot, c'est que les gens, quels qu'ils soient, n'hésitent pas à poser des questions. Il n'y a pas de jugement. On essaye de trouver des solutions et même des idées auxquelles ils n'auraient pas pensé. Ça, c'est notre boulot. Et alors, je voulais te remercier ainsi que ton équipe, parce que vous êtes de bons pros. Hein. Écoute, avec grand plaisir, c'est nous qui te remercions. Quand c'est bien, ça doit être dit. Voilà. C'est dit, ça c'est un très très beau mot de la fin. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des vidéocasts du Cercle de Wallonie. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les canaux de diffusion du Cercle pour rester informé des prochains épisodes. Et puis à très vite. Merci Olivier. Merci à vous. À bientôt.